Bonjour à tous et bienvenue donc dans notre nouvelle émission consacrée aux entrepreneurs Business Alia. Alors bonjour Esther. Bonjour Samy. Ça va, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Ouais, presque, tout va bien. Une petite semaine. Ouais. Et bonjour chère Edith Haroche. Bonjour. On va vous présenter dans quelques minutes. Alors aujourd'hui une émission qui est réservée à un sujet qui revient en boucle en tous les cas au sein de Business Alia. C'est un sujet qui revient très souvent sur le plateau. Il s'agit des douanes, de toute la réglementation assez ardue des douanes en Israël, donc tout ce qui est institution fiscale et on va parler en particulier de toutes les exonérations auxquelles ont droit les Olim Hadashim. Alors pour ce faire aujourd'hui nous recevrons Edith Haroche, bonjour, qui est la directrice des douanes sectorielles. Elle va nous expliquer dans quelques instants en quoi ça consiste. Ça fait à peu près 30 ans que vous travaillez dans ce service. Vous avez fait j'ai fait plusieurs responsabilités au sein donc des douanes. Dans plusieurs villes aussi. Voilà, et donc vous êtes particulièrement attachée à tout ce qui est exonération fiscale, donc aussi tout ce qui revient en fait de droit aux Olim Hadashim, aux nouveaux immigrants et qui veulent bénéficier d'exonération fiscale. Donc on va faire un petit peu le point aujourd'hui avec vous Edith. On va parler en particulier Esther, donc des Olim Hadashim, des nouveaux immigrants qui désirent installer leur entreprise en Israël et qui donc ont besoin d'importer du matériel, que ce soit du gros matériel ou du petit matériel en Israël. Il est important de préciser ici, à un moment donné il y avait une distinction mais ce n'est plus le cas. Pour les personnes qui ont déjà un business en Israël et qui veulent le téléporter, on va dire, en France, voilà. Pardon, et qui veulent le téléporter en Israël. Exactement. Ou des personnes qui veulent tout simplement créer une nouvelle entreprise. Et importer donc en Israël. Bon, l'esprit, c'est surtout que pour ceux qui ont déjà une entreprise en fait en France et qui veulent importer, ça leur évite de racheter des nouveaux matériels alors qu'ils sont habitués à leurs matériaux et leurs machines, ainsi de suite. Et qu'ils ont déjà investi. Ils ont déjà investi. Deuxième chose, pour les gens qui créent leur structure en Israël et qui veulent importer des machines de Chine ou autres, ça leur permet de ne pas débourser la TVA sur l'achat de la machine, puis la récupération, puisque c'est un mouvement de fonds qui, des fois, en fait, rend les choses plus difficiles pour le Olé. Donc, Edith, elle va nous expliquer un petit peu tout ça. Alors, Edith, si vous pouviez, dans un premier temps, ça me paraît important, de définir quelles sont les conditions pour bénéficier d'exonération fiscale concernant donc les Français. Quand on parle de fiscalité, c'est de la TVA. Faites attention, la TVA, on parle de la TVA. Et concernant les Français, concernant l'Institut les Olim Hadashim en général. Les Olim Hadashim. Alors, la première chose qu'il faudrait noter, c'est que le Olé Hadash a 3 ans à pouvoir importer en fait. Alors Edith qui est là depuis très longtemps en Israël, de temps en temps le français lui manque. Le français me manque. Donc soyons indulgents. Voilà, soyez indulgents avec moi et patients et aidez-moi. Okay. Donc il a 3 ans à partir du moment où il a reçu son statut de Olé Hadash. Il a 3 ans pour pouvoir établir son établissement et importer ses marchandises. L'import des marchandises, 3 ans, c'est donc du moment où il a eu son statut et jusqu'au jour où il va donner son... Alors juste vous rapprochez plus du micro. Je vais le manger. Non, je l'ai mangé là. Jusqu'au jour où il va faire sortir cette marchandise des douanes. Il s'agit de 3 ans, c'est très important parce que des fois on a eu très souvent des problèmes avec des Olim qui ont commandé leurs marchandises dans les 3 ans mais ça et la marchandise est arrivée plus tard. Combien de temps à peu près pour que les machines arrivent? Ça dépend d'où, ça peut même durer 1 mois, 45 jours, ça dépend d'où ça vient. D'accord, donc c'est quand même relativement rapide. Oui, mais c'est important de prévoir le fait que ce qu'on appelle la libération des douanes doit être faite dans les 3 ans depuis le début de l'Alia. S'y prendre en avance. Et pas uniquement le fait de les demander. Voilà, il faut s'y prendre en avance. Même la libération prend des fois quelques jours à la douane si on a besoin de donner des papiers explicatifs. Et donc, il faudra prendre ce temps-là pour pouvoir libérer les machines avec les. Donc, première condition, 3 ans d'Alia et 3 ans pour que les machines arrivent à bon port. Exactement, libéré. Donc, le Olé Hadash qui va donc importer ces machines, pourra importer ces machines et tout l'équipement qui devra pour dont il aura besoin pour son activité. Qui est d'une valeur qui n'excédera pas la valeur de $36 000 FOB.
FOB, j'explique, c'est sans frais à bord, c'est-à-dire la valeur de la marchandise nette. Sur achat, quoi. Achat de facture, achat fournisseur, 36 000 $. La facture sera de maximum 36 000 $. Cette facture pourra inclure des outils personnels, des outils du matériel, du petit matériel, pas des grosses machines, d'une valeur de 1 650 $. C'est inclus dans les 36 000 $. Inclus dans les 36 000 $, c'est pas en plus, c'est inclus dans les 6 000 $. Dans les 36 000 $. C'est autour du dollar du jour, c'est pas au moment où lui l'a acheté. Non, c'est autour du dollar d'aujourd'hui. Les taux seront calculés le jour de la délivrance des produits, des machines de la douane. Donc il doit fournir dans son dossier les factures. Exactement. Donc il faut quand même, voilà, ça c'est quand même important de l'achat. En amont, ils réunissent toutes ces factures. Des fois, c'est des machines qu'il a achetées depuis des années. Voilà. Il doit réunir les factures concernant les produits importés. Voilà. Ok. Voilà. Une autre condition, c'est que le Oleh Hadash soit lui-même le partenaire l'actionnaire, le propriétaire. De propriété de cette entreprise. C'est-à-dire, l'entreprise doit lui appartenir. Si le Oleh Hadash fait partie d'un actionnariat ou une entreprise une familiale, association avec il faudra qu'il aura plus que 50%, minimum je crois. 50% de droits dans cette entreprise pour qu'il puisse bénéficier des droits de douane. Très bien, on précise juste. Donc, si c'était une entreprise en nom propre individuel, c'est lui-même, il n'y a pas de problème. Si c'est une société SARL qui importe, il faut qu'il puisse prouver soit que c'est un actionnaire à plus de 50%, bien que c'est l'actionnaire principal et essentiel, quoi. Donc, c'est important que ça fait partie des documents sûrement qu'il doit amener. Exactement. Une autre condition sera, ça sera par rapport au cas qu'il faudra voir. Très souvent, on va demander une garantie bancaire sur les taux de douane et de TVA qu'on va exonérer donc de l'Oleh Hadash qui seront gardés sur nous. C'est une garantie qui sera donnée donc aux douanes pour pouvoir libérer. Pendant combien de temps elle est en vigueur cette garantie? 5 ans. 5 ans. Wow. Ce droit-là sur ces marchandises, c'est une exonération de douane et de TVA que je parle, et sur 5 ans. C'est-à-dire 5 ans, les machines qui ont été importées et exonérées de douane et de TVA marcheront donc dans l'entreprise. Et 5 ans après, il pourra même revendre ses outils, revendre ses machines sans avoir aucun taux de douane à payer. C'est ça, en fait. C'est un peu comme les voitures. Les voitures aussi, les Hadash ne peut pas la vendre. 4 ans. Les voitures, c'est 4 ans. Voilà. Et les effets personnels, c'est 6 ans. Donc, on a des... Alors, ce que je comprends, Edith, c'est que peu importe, en fait, le matériel à importer, c'est toujours par la même institution qui est donc l'institution des douanes, à qui on a affaire. Ça veut dire que on peut importer, comme tu dis, Esther, une voiture, du matériel, etc. C'est toujours par le Meres. D'ailleurs, tiens, on l'a pas précisé que la traduction en hébreu, c'est Meres. C'est toujours par cette institution qui toujours nous qui va... Donc, nous, les douanes, on va obtenir les papiers pour pouvoir délivrer les marchandises qui arriveront au port, ou alors il est possible qu'elle arrive à l'Aude en avion, ça dépend de quelle marchandise on parle, et nous on va recevoir les papiers, on va voir ce qu'il y a à faire, et on va délivrer la marchandise au Oleh Hadash. D'accord. Quand on est en France, qu'on est un entrepreneur, à qui on doit envoyer concrètement au niveau administratif tous ces papiers? À un agent de douane. Ok. Un agent douane qu'on trouve sur les sites divers. C'est des agents qui va représenter le Oleh Hadash privés, exactement. Des agents privés que je ne peux pas vous donner des références, mais il faudra chercher et trouver. Il y en a beaucoup qui parlent français. Quand vous participez au salon de l'Alia, il y a beaucoup de il y a Sonego que je connais par exemple, mais je préfère ne pas dire des noms. C'est plus. Seulement, je voudrais préciser que toutes ces marchandises pourront peut-être avoir besoin de
De l'Institut des normes en plus. De l'Institut des normes ou alors d'un autre ministère. Il y a des machines. Il y a des machines, des voitures, des médicaments, des crèmes qui auront besoin d'une norme spécifique en fonction du produit. Donc nous, les douanes, on va recevoir la marchandise. Même si cette marchandise est exonérée de douane, si elle n'a pas sa conformité, elle ne pourra pas être délivrée par nos services. C'est ça. Donc, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est en fait que le Oleh Hadash qui va vouloir importer son affaire, qui va se traduire d'abord par du matériel ou même peut-être un stock de premières matières premières, il a deux soucis. Un problème financier qui va lui permettre d'être exonéré de TVA à l'entrée du pays sur le pays. La TVA qui est de combien, Esther ? 17%. Okay. Et c'est important quand c'est des gros montants, ça aide vraiment la trésorerie de la structure au début si on n'a pas besoin de le débourser et d'attendre je ne sais pas combien de temps de le récupérer. Mais aussi un problème de conformité face à l'institut qui correspond. Effectivement, si c'est des machines qui sont branchées sur l'électricité, c'est ce qu'on appelle le Mahon Atkanim, l'Institut des normes. Si c'est en fait des choses qui sont liées au ministère de la Santé ou autre, au ministère de la télécommunication, et là, il faudra que ça soit conforme en fait à ça. Il faudra donc l'agent douanier qui s'occupe de dossiers en fait avant, doit lui dire voilà, d'après tes spécificités, voilà ce qu'il faut qu'on obtienne comme autorisation, voilà les documents que tu dois me donner. On va détailler ça un peu. Tout ça avant la Tout ça bien avant l'importation. D'accord. Il y a deux sortes de formalités. Il y a, je vais essayer de le dire en hébreu parce qu'en français je ne sais vraiment pas, il y a le Teken et le Rishayon Yevo. Le Rishayon Yevo, c'est une autorisation d'import. C'est un permis d'import. Un permis d'import. Ce permis d'import doit être sorti avant l'import, c'est-à-dire avant le fait d'importer la marchandise. Donc de France, voilà, exactement. C'est-à-dire si le 1er octobre, je fais sortir ce papier-là, je pourrais, à partir du 2 octobre, faire rentrer ou alors commencer la préparation, les démarches pour faire mon import. Tandis que l'autre papier qui est juste une conformité pourra être donné à n'importe quelle période durant même la période du transit ou du voyage de la marchandise. Okay. Donc, il faut faire très attention à ces deux choses-là. C'est important. Ouais, tout à fait. Bon, on va un petit peu le détailler dans une prochaine émission. Oui, la semaine prochaine, on va parler en particulier de l'import de produits cosmétiques et alimentaires qui ont des normes très spécifiques et qui font appel à des institutions autres, et particulières. Tout à fait. Alors moi, je voudrais peut-être rajouter un petit volet comme ça concernant en fait le côté fiscal ou bien on va dire frais fiscaux concernant l'import pour les affaires. Il y a des douanes en Israël en fait qu'on appellerait des sortes d'impôts douaniers qu'on n'appelle pas meches, mais qu'on appellerait par exemple masknia. Okay. Qui sont des impôts sur l'achat traduits comme ça, qui fait en fait ou bien et qui touchent une partie chaque produit avec en fait son pourcentage d'imposition de douanière qui va permettre de protéger entre autres le marché national, et qui est très important en fait à considérer parce que ça va changer complètement la tarification du produit. C'est-à-dire que si ça concerne également les machines. Ça peut que si en Israël par exemple, il y a une machine. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui va importer des moteurs de voitures usagés. Vous savez qu'en France c'est des trucs qui se pratiquent énormément, la casse, les choses comme ça. Il y a des sociétés entières. Il y en a qui ont pensé à faire des idées comme ça peut-être à importer des moteurs usagés. Ils auront ce qu'on appelle un masknia dessus, c'est-à-dire une taxe d'achat qui fait que le produit assez élevé énorme, d'ailleurs, elle peut aller jusqu'à 100%, même 200%. Non, la taxe elle-même ne pourra pas être plus que 15%. On a une valeur ajoutée. Oui, on a une valeur ajoutée, qu'on ajoute une valeur et sur ça on prend les 15%. Mais c'est quand même une fiscalité qu'il faudra prendre en rigueur. Un coût supplémentaire pour l'import. Donc ça c'est dans un souci de protectionnisme en fait. Ouais, exactement. Les boissons alcoolisées, elles n'avaient pas 92% de masknia. Les cigarettes, il y a beaucoup de choses qui ont encore le masknia. Donc cette taxe ça s'est quand même pas mal libéré depuis quelques années. À un moment donné, c'était presque sur la folie, c'était impossible. Sur les piles, sur les savons, sur le café. Le café, c'était sur le café aussi. Il y avait une taxe qui était énorme. Enfin, c'était impossible en fait d'importer du café pendant très longtemps. Ouais. Donc c'est important en fait que donc il y a le côté Oleh Hadash quelque part que Edith nous a expliqué justement avec les hatavot, donc les choses dont on peut bénéficier, mais ça n'empêche pas que même si on est Oleh Hadash en Israël et qu'on importe, on est complètement soumis à la réglementation israélienne des taxes auxquelles en fait on va
va devoir faire face et payer qui vont augmenter le coût du produit. Bien se renseigner en amont pour savoir si toujours chez l'agent douanier. Plus intéressant finalement d'acheter le produit en Israël. Il faudra évaluer un petit peu. J'aimerais signaler qu'il y a quelques temps, 2-3 ans, on a sorti un guide en français pour tous les droits du Olé Hadash. Il y a un paragraphe sur les entreprises et les machines. On va en parler. Et sur ce même guide, il y a tous les bureaux de douane suivant le secteur ou la région, et il y a les numéros de téléphone. Alors je mettrai le lien de ce guide-là qui est traduit en français, qui est très bien fait. Je mettrai donc sur le post Facebook de l'émission, je mettrai le lien pour que les auditeurs puissent se référencer à ça. Je voudrais juste, avant de conclure l'émission, qu'on fasse un petit détour par l'importation, on en a parlé en off tout à l'heure entre nous, l'importation de l'argent. Si je veux faire rentrer de l'argent en Israël, est-ce que c'est soumis également à ce service-là? Est-ce que l'Olé Hadash, il a encore des droits? Voilà. Est-ce qu'il peut faire rentrer de l'argent sans payer d'exonération? Peut-être que je suis dans un sans le déclarer, surtout sans le déclarer. Il n'y a pas de taxe sur l'argent entré qui rentre dans le pays. La seule chose qu'un Olé Hadash ou bien un Israélien, nous sommes tous sous la même loi, la loi donc du blanchiment des monnaies, de l'argent, et on a le droit à faire entrer jusqu'à 50 000 shekels sans déclarer. Chaque somme, et c'est par famille, ok? Par famille, même pas par personne. Même pas par personne, par famille, et chaque personne qui fait rentrer plus que ça sera obligée de déclarer la somme qu'il va faire rentrer. Les 50 000 shekels, ça peut être en espèces ou non? En espèces. Et c'est par en espèces, en chèque, en quelqu'un qui voyage tous les mois, il peut faire rentrer une fois par mois 50 000 shekels. Oui. Voilà. Les gens qui font des allers-retours, qui ont des business déclarés à l'extérieur et qui les mettent en déliqué. D'accord. Toute somme doit être déclarée. Au-dessus de 50 000 shekels. Au-dessous de 50 000 shekels, et on ne paye pas de douane dessus. C'est juste déclaré pour pouvoir rentrer cet argent et tout simplement déclarer, et il y a aucun israélien en fait, quelque part. Au fisc israélien, et c'est pour en fait ne pas faire entrer de l'argent noir et le blanchir. Oui, comme ça ça a été le cas pendant ça a été le cas, et c'est pour ça que la loi a changé d'ailleurs. Et ils sont assez stricts d'ailleurs là-dessus, ce qu'on peut comprendre. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est. On est très strict sur ce côté-là parce que en fait, on a très peur de l'origine de l'argent d'un côté, et surtout cet argent va aller où? Et on a tout le business de la terreur autour de nous. C'est ça, en fait, du terrorisme. Voilà, du terrorisme. Et donc, on fait très attention à ça. C'est une loi qui quand même essaye de protéger tout ce qui est argent noir et argent du terrorisme. Ok. Voilà. Très bien. Bon, on a fait le tour, je crois. qu'on a fait le tour pour une première fois. Merci à vous, Edith. Merci Esther. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Business Alia. Voilà. Salut. Au revoir.